Bonjour à tous, nous sommes le samedi 1er novembre 2025 et notre ami Mark Sleboda est avec nous. Bon retour parmi nous, Mark. Nima, merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur et un plaisir d'être sur Dialogue Works. Et joyeuse fête de la Toussaint. Mark, laissez-moi commencer par le cas des missiles Tomahawk. Après la conversation entre les deux présidents, Donald Trump et Vladimir Poutine, Trump a déclaré qu'il ne voulait pas les envoyer, car les États-Unis ont besoin de ces missiles et ne veulent pas les donner à l'Ukraine. Mais aujourd'hui, nous avons appris que CNN a rapporté hier que le Pentagone avait approuvé l'envoi de missiles Tomahawk à longue portée à l'Ukraine, affirmant que cela n'affectait pas négativement le stock américain. Donc, en gros, si vous voulez les envoyer, vous pouvez les envoyer. Que se passe-t-il? Pensez-vous que nous allons réellement voir des missiles Tomahawk en Ukraine et une certaine forme d'escalade? D'accord. Donc tout d'abord, c'est une indication claire qu'il existe différentes factions au sein de l'administration. Au sein, vous savez, de la machine, de l'État profond, du complexe militaro-industriel, qui poursuivent des agendas différents qu'elles cherchent à imposer à Trump. N'est-ce pas? Je veux dire, ce n'est rien de nouveau. Ce n'est pas une surprise. Il n'y a aucun secret. Cette administration n'a pas d'objectif unifié en matière de politique étrangère. En fait, Faux est complètement incohérent. Et donc, vous savez, cela se traduit par les revirements à 180 degrés de Donald Trump sur Biden, avec quelques diatribes puériles en majuscules sur les réseaux sociaux, passant d'une position à son exact opposé quelques jours plus tard. N'est-ce pas? Nous y sommes tous bien habitués. Et il faut dire que les adversaires des États-Unis, la Russie, la Chine, l'Iran, y sont eux aussi bien accoutumés, n'est-ce pas? Dmitri Medvedev a déjà déclaré que la meilleure façon de gérer cela, c'est de ne prêter aucune attention aux publications de Trump sur les réseaux sociaux. Je veux dire, à part comme divertissement, n'est-ce pas? C'est vraiment ce que c'est. N'êtes-vous pas diverti? N'est-ce pas pour cela que vous avez élu cet homme-enfant narcissique et démesuré à cette fonction? Parce que finalement, vous vouliez être diverti, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. Et ensuite, vous savez, si ces transferts ont lieu, qui s'en soucie? Qui s'en soucie? C'est un missile de croisière Top Gun des années 1980, n'est-ce pas? Nous sommes en 2025. La défense aérienne et la guerre électronique russe ont déjà vaincu le Storm Shadow, le Scalp, vous savez, toutes ces absurdités de type Neptune Flamingo que le régime de Kiev a envoyé là-haut. Les attaques MS américains, les HIMARS, la bombe de petit diamètre lancée depuis le sol, vous savez, et les JDAM, tout, absolument tout ce qu'ils ont lancé. La défense aérienne et la guerre électronique russe l'ont neutralisé. Il y avait ce titre, je crois que c'était dans le Wall Street Journal, il y a un peu plus d'un an déjà, disant que les armes occidentales de haute technologie fonctionnent contre la Russie en Ukraine, jusqu'à ce qu'elles ne fonctionnent plus. Je veux dire, c'est ça le problème. Évidemment non. La Russie s'adapte très vite. Et je suis sûr que ceux qui me suivent en ont assez de cette analogie. Mais c'est comme les Borg dans Star Trek. Tu as 3 tirs avec ton phaser. Et tu as intérêt à les réussir. Parce qu'après ça, les boucliers des Borg se sont adaptés et tu vas te faire borgiser. Donc voilà, c'est la situation. La Russie n'a pas peur du missile Tomahawk. Ce n'est pas un missile hypersonique. N'est-ce pas? C'est un missile de croisière relativement gros et lent. Les missiles de croisière posent des problèmes particuliers. Mais la Russie dispose de nombreux systèmes de défense aérienne spécialement conçus pour contrer les missiles de croisière. Pas forcément les S-400, mais vous savez, les systèmes plus petits. Et oui,
ils réussiront à en intercepter quelques-uns. Ils y parviennent toujours, surtout contre des cibles vulnérables comme les raffineries de pétrole et ce genre d'installations. Mais au final, ils ne peuvent infliger qu'un certain niveau de dégâts avec ces engins, n'est-ce pas? Il y a aussi, enfin plus important, je suppose, le précédent politique. Parce que nous savons, d'accord, cela a été reconnu, Trump a admis qu'il faudrait du personnel américain pour tirer ses armes. Il l'a admis clairement. Vous savez, nous l'avons déjà dit à de nombreuses reprises. Le chancelier allemand de l'époque, Olaf Scholz, vous savez, lorsqu'il refusait d'envoyer les Taurus, il l'avait clairement dit à propos des Britanniques. Les Storm Shadow, les Scalp, les attaques MS américains. Vous voyez, c'est la même chose ici. C'est un peu de la prestidigitation et de la propagande, cette idée selon laquelle, oh, ils auraient été transférés au régime de Kiev. Non. Lorsqu'un Storm Shadow frappe en Russie, c'est le Royaume-Uni qui a tiré un missile de croisière sur la Russie. Voilà la situation, n'est-ce pas? Et c'est la même chose maintenant. C'est problématique, et cela l'est d'autant plus que théoriquement, le Tomahawk peut être équipé d'une ogive nucléaire. Il peut transporter une tête nucléaire. À l'origine, il a été conçu comme une arme stratégique. Et oui. Oh oui, je suis d'accord que c'est peu probable. Mais vous savez, l'armée russe doit envisager des scénarios de contingence. Elle ne peut pas se baser sur des improbabilités et tout ça. C'est pourquoi la Russie a présenté, avec beaucoup de fanfare, le Burevestnik, le missile de croisière à propulsion nucléaire et à capacité nucléaire, capable de faire le tour du globe autant de fois que nécessaire. Et le Poséidon, le nouveau drone ou torpille sous-marin à propulsion nucléaire, stratégique, n'est-ce pas? Celui-là aurait la capacité de générer un tsunami radioactif pour submerger toute une côte. Je veux dire, une véritable arme apocalyptique, digne d'un méchant de James Bond, celle-là. Soyons honnêtes à ce sujet, d'accord? Vous savez, c'est censé dissuader les États-Unis. C'est bien de cela qu'il s'agit. Et ensuite, la réponse de Trump à cela, c'est d'annoncer des essais nucléaires, comme un enfant en manque d'assurance, comme si cela allait impressionner les Russes. Non, ils mèneront simplement leurs propres essais nucléaires. Ou encore, ces déclarations absurdes. Nous n'avons pas besoin d'un missile capable de parcourir 8000 miles. Nous avons des sous-marins nucléaires au large des côtes russes. C'est vrai, mais la Russie a aussi des sous-marins nucléaires au large de vos côtes. Et ils ont le Burevestnik et le Poséidon, n'est-ce pas? Des capacités que vous n'avez tout simplement pas, n'est-ce pas? Oui, ce sont des armes exotiques pour le moment, n'est-ce pas? Mais vous savez, elles pourraient très bien l'être. Le New York Times les a qualifiées d'armes de science-fiction. Eh bien, c'est beaucoup dire de la part d'un pays qui se moque régulièrement de la Russie en la qualifiant, vous savez, de station-service déguisée en pays, ou de Nigeria sous la neige, ou encore en disant que la Russie ne fabrique rien, ou que la Russie est incapable d'innover. Et maintenant, la Russie développe des armes apocalyptiques, dignes de la science-fiction, à utiliser contre vous. Alors, soit un méchant de James Bond a soudainement pris le contrôle en Russie, soit votre récit sur la Russie est erroné depuis des décennies. Je dirais qu'il est plus probable que ce soit la seconde option. Je veux dire, il y a des considérations bien sûr, mais au final, s'ils envoient les Tomahawks, ils ne pourront jamais en envoyer assez. Et ils ne seront pas suffisamment efficaces pour changer l'issue de ce conflit. Oui, ils peuvent augmenter les coûts pour la Russie dans une certaine mesure. Mais quand on voit la ligne de front s'effondrer comme elle le fait, à plusieurs endroits, la Russie s'en moque. Elle est confiante. Elle réussit. Les lignes défensives farouchement tenues du régime de Kiev dans le Donbass, sur lesquelles ils avaient misé toute la défense de leur pays, sont en train de s'effondrer. L'armée du régime de Kiev n'a pas l'infanterie,
n'a pas la main-d'œuvre nécessaire aujourd'hui pour se défendre, contre-attaquer ou faire quoi que ce soit en réalité. Donc, les Tomahawks seraient un dernier cri désespéré d'escalade. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils vont envoyer ensuite? Le F-35, l'étoile de la mort. Il est difficile de prendre la menace des Tomahawks très au sérieux quand on est assis en Russie. J'ai appris il y a quelques heures que le régime de Kiev avait lancé, je suppose, tous les drones qu'il possédait, tous les drones d'attaque à longue portée qu'il avait accumulés, contre la Russie la nuit dernière. 700 drones, dont une part considérable, se dirigeaient vers Moscou. Je vis à Moscou, et je viens d'apprendre qu'il y a eu une attaque de 700 drones il y a quelques heures. Parce que sinon, qui le saurait? Parce que peu de choses, voire aucune, traversent la défense aérienne et la guerre électronique de la Russie. Et le Tomahawk ne s'en sortirait guère mieux. La plus grande question est donc de savoir comment la Russie réagirait, si pour des raisons politiques, elle se sentirait obligée de le faire. Mais même dans ce cas, je pense qu'il est peu probable qu'elle riposte contre les États-Unis ou même contre les bases américaines en Allemagne. Elle s'en prendrait simplement au proxy. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de gagner dans ce cadre, et qu'elle gagne largement. Elle a très bien fait de ne pas se laisser provoquer en dehors du cadre où elle remporte cette victoire décisive. Ils n'ont pas besoin d'une guerre directe avec les États-Unis et l'ensemble de l'OTAN. Exactement. Pourquoi gâcher ce qui se passe, une victoire désormais inévitable en Ukraine, en déclenchant un Armageddon nucléaire avec les États-Unis? Pourquoi se laisser provoquer jusque-là? Donc, même si les Tomahawks sont tirés, ils ont déjà tiré des Storm Shadow et des Scalp. Oui, les Tomahawks ont une plus grande portée, c'est indéniable. Mais ils sont aussi moins efficaces que le Storm Shadow ou le Scalp, n'est-ce pas? Pas plus efficaces en tout cas que les ATACMS. Alors, s'ils le font, ils le font. Mais cela ne changera rien à ce stade. Il faut rester concentré sur le front, sur les frappes à longue portée. La Russie a pilonné l'Ukraine avec des milliers de drones et de missiles. Ils n'ont plus de défense aérienne à ce stade. Toutes les défenses aériennes occidentales ont été épuisées, tout comme les systèmes hérités de l'époque soviétique. Ces systèmes bien plus efficaces avec lesquels le régime a commencé cette guerre. Et il continue de se battre. C'est ça, le point essentiel, non? Les frappes à longue portée peuvent causer des dégâts, sans aucun doute. Mais est-ce qu'elles mettent un pays à genoux? Est-ce qu'elles arrêteraient l'opération militaire spéciale? Est-ce qu'elles feraient changer la politique étrangère de la Russie? Non. Cela ne changerait pas les résultats sur le champ de bataille, et cela ne modifierait rien au niveau stratégique. Ça ne m'inquiète pas vraiment. En regardant la situation en Ukraine aujourd'hui, je pense que les missiles Tomahawk, les drones, toute cette rhétorique venant de l'Occident ne sont qu'une continuation. La question essentielle derrière tous ces arguments, c'est la poursuite du conflit en Ukraine. Et l'objectif principal, il me semble, pour le gouvernement britannique, est de tenir plus longtemps que l'administration Trump, car après celle-ci, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Je veux dire, supposons, je ne sais pas si les républicains auront une réelle chance de gagner en 2028 s'ils ne mettent pas fin au conflit auquel ils font face actuellement en Ukraine et au Moyen-Orient. Rien ne se passe. Oui, oui. Les Américains ne se soucient pas des guerres de l'Amérique. Ils ne se soucient pas de la politique étrangère. Mais la société est divisée de l'intérieur, Marc. Tu te souviens pourquoi? Quel était le principal problème du Parti démocrate? C'était la question de Gaza, la question du Moyen-Orient. Non, non, d'une manière ou d'une autre, ils ont tranché. C'était une question intérieure. C'était la haine de Trump, de sa politique de droite et de sa position anti-immigration.
Les Américains ne votent pas sur des questions de politique étrangère. Ils ne le font tout simplement pas. Ils ne l'ont jamais fait. Oui, il existe une petite minorité, vous savez. D'un côté, on peut parler du pourcentage de républicains MAGA qui ont une conception de la politique étrangère américaine, n'impliquant pas la confrontation avec la Russie et la Chine, mais plutôt un recentrage sur l'hémisphère occidental. Le nombre de personnes qui votent par principe pour cette raison est faible. Et pour être juste, s'il y a des républicains MAGA qui regardent cette vidéo, vous faites partie de ce petit groupe, et vous le comprenez probablement. Exactement. C'est la même chose pour les démocrates. Oui, il y a une minorité qui accorde la priorité à des sujets comme Gaza, et ils se font entendre, n'est-ce pas? Ils manifestent, ils font tout cela. Mais au final, ce n'est pas ainsi, ni pour ces raisons que les Américains votent. Alors, ne pensez-vous pas que la politique étrangère des États-Unis influence la situation intérieure ici? Je veux dire, avec ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine, ne pensez-vous pas que c'est l'un des principaux enjeux? Je pense que oui, mais les Américains ne le comprennent pas. Leurs médias ne le leur disent pas. Ils ne leur disent pas que leur vie se dégrade, que leur niveau de vie baisse, n'est-ce pas? Que le prix de l'essence et l'inflation augmentent à cause des choix de politique étrangère des États-Unis. Ce lien n'est pas établi, car leurs médias et leurs élites politiques, des deux côtés de l'échiquier bipartisan, eh bien, soyons honnêtes sur la plupart des questions de politique étrangère. Il n'y a pas beaucoup de différence entre la gauche et la droite. Le Coca et le Pepsi, les démocrates et les républicains, le centre-droit et le centre-gauche qui se renvoient la balle. Il y a quelques petites divergences, certes. Pas beaucoup. Pas vraiment. Encore une fois, on peut parler d'une certaine frange de gauche de la base militante démocrate qui se soucie vraiment de Gaza et des Palestiniens, comme elle le devrait, comme tout le monde le devrait. Mais les élus démocrates au Congrès, eux, sont tous pro-israéliens. Peut-être une ou deux exceptions à cette règle. Donc cela ne fait aucune différence. L'opinion de la société américaine sur la politique étrangère n'a aucune importance pour l'élite politique. Et elle n'a vraiment aucune incidence sur les élections américaines. Toute croyance contraire, qu'elle vienne de la droite ou de la gauche, est une projection de personnes qui se soucient profondément d'une question de politique étrangère et veulent croire que le reste des Américains, ou même une majorité, ou même une part importante d'entre eux, s'en soucient aussi. Mais les sondages n'ont jamais montré cela. Cela n'a jamais été vrai. Et ce n'est pas vrai aujourd'hui. Et encore une fois, pour tous les Américains parmi vous qui se soucient profondément de la politique étrangère, vous devriez savoir que vous faites partie d'une minorité instruite et consciente, qui comprend que ces questions de politique étrangère ont un impact direct sur la vie des Américains. Mais la plupart des Américains ne le savent pas. Ils ne le comprennent pas. La plupart des Américains sont incapables de situer des pays étrangers sur une carte. Marc, penses-tu que la Russie, après tout, Donald Trump a dit qu'il allait envoyer des armes en Europe. Nous ne savons pas comment ni quand cela se produira. Quelle est la réalité de la production d'armes aux États-Unis? Nous en avons en fait une assez bonne idée. Nous disposons, vous savez, des chiffres de production pour des éléments comme les intercepteurs PAC-3, les Tomahawk ou le SM-6. Nous savons que les niveaux de production de ces armes sont extrêmement faibles. Raytheon espérait augmenter la production d'intercepteurs PAC-3 à 600 par an pour les États-Unis, Israël, le régime de Kiev, une future guerre avec la Chine et tous les alliés et États clients des États-Unis qui utilisent le Patriot. Ce n'est rien. Et ils peuvent exiger, n'est-ce pas? Vous savez,
l'administration Trump a envoyé, par l'intermédiaire du Pentagone, une demande au complexe militaro-industriel de doubler ou de quadrupler la production de ces 12 munitions dont les États-Unis manquent cruellement. Le talon d'Achille des États-Unis en ce moment, c'est la défense aérienne, n'est-ce pas? D'un côté, il y a la question de l'efficacité réelle du système Patriot. De l'autre, combien de missiles intercepteurs et de systèmes Patriot possèdent-ils réellement? Leur rythme de production n'est tout simplement pas suffisant. Cela limite la puissance offensive des États-Unis dans le monde, n'est-ce pas? Comme cela a été le cas en Iran, non? Parce que la guerre de 12 jours ne s'est pas terminée par une frappe de décapitation et un changement de régime rapide, comme prévu. Et vous savez, oui, l'Iran a été durement touché au cours des premiers jours. Mais ensuite, la guerre d'usure à longue portée a commencé à tourner nettement en faveur de l'Iran. Il disposait de plus de missiles, bien moins coûteux que les missiles de défense aérienne que les États-Unis et Israël ont dû utiliser pour défendre Israël et les bases militaires américaines. Et ils n'avaient plus d'intercepteurs de défense aérienne. Alors Trump est venu en avion, a largué quelques bombes, a déclaré la victoire et un cessez-le-feu, puis est rentré chez lui. Pourquoi a-t-il fait ça? Tu te souviens qu'il criait « changement de régime » sur les réseaux sociaux à un moment donné. Pourquoi? Parce que les États-Unis n'avaient pas assez de défense aérienne. Ils n'avaient pas les intercepteurs, et cela limite simplement le potentiel des États-Unis. Donc, ce que le complexe militaro-industriel a dit, et ils étaient assez ouverts à ce sujet lorsqu'ils ont reçu cet ordre, c'était « oui, génial, parfait, c'est formidable, c'est de l'argent en banque ». Voilà le truc. Vous allez devoir investir des dizaines de milliards de dollars pour nous aider à construire des usines, à former une main-d'œuvre éduquée, technique, pour travailler dans ce secteur, n'est-ce pas? Et vous savez, développer la chaîne d'approvisionnement en aval pour tous ces éléments dont nous avons besoin. Nous devons mettre en place des chaînes d'approvisionnement complètes, jusqu'aux composants et à tout le reste. Maintenant, nous avons un problème avec la Chine qui pourrait restreindre notre utilisation des terres rares et d'autres ressources par-dessus le marché, n'est-ce pas? Alors, vous savez, aidez-nous avec un peu plus, 100 milliards, 200 milliards. Ce ne sera pas beaucoup plus que ça, vous voyez. Et cet argent n'existe pas, même pas pour les États-Unis, n'est-ce pas? Même la planche à billets de l'assouplissement quantitatif ne peut pas aller aussi vite. D'accord, pas dans un délai qui compte pour le conflit en Ukraine. Donc la question de l'approvisionnement de l'Europe en armes par les États-Unis via le programme Pearl, nous savons que c'est minuscule. Nous savons que c'est minuscule. Oui, nous savons que les États-Unis n'envoient pas d'intercepteurs Patriot en Europe. Oui, il a été clairement indiqué qu'ils ne le font pas parce qu'ils n'en ont plus. Ils peuvent envoyer une certaine quantité d'obus, d'artillerie et d'autres équipements, mais pas suffisamment. Oui, ils envoient ce qu'ils peuvent, mais pour ces munitions cruciales. Ils envoient quelques centaines de Tomahawk vers la Russie, et vous savez, 60 ou 70% d'entre eux sont abattus par la défense aérienne et la guerre électronique russe, ou repérés et ciblés avant même d'être utilisés, ou autres. Oui. Donc, peut-être que 20 ou 30% d'entre eux atteignent une cible utile, ce qui n'aura pas d'effet stratégique. Et ensuite, que se passe-t-il lorsqu'ils auront épuisé ces quelques centaines? Parce que peu importe ce que le Pentagone peut dire sur le fait que cela n'affecte pas les stocks, quelle que soit la personne au Pentagone qui affirme cela, ils mentent, non? Nous savons, à un niveau global, combien de Tomahawk les États-Unis possèdent et nous connaissons leurs engagements à travers le monde, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement à propos de l'Ukraine et de la Russie. Donc, la quantité qu'ils peuvent se permettre de céder est finalement inférieure à 1 millier. Et tout ce qui est en dessous, disons de 5 000,
un nombre qu'ils n'ont d'ailleurs jamais atteint, n'aura pas d'effet stratégique. Et nous avons entendu, à travers plusieurs rapports d'institutions et de groupes de réflexion qui suivent ces questions en Europe, comme l'Institut de Kiel, qu'ils ont signalé que l'approvisionnement militaire du régime de Kiev diminue, qu'il existe un problème d'approvisionnement important et qu'il persiste. Oui, c'est une tendance. Il n'y a vraiment aucun moyen d'inverser cela. Et vous savez, les gens vont crier « Oh, c'est Trump qui arrête l'Ukraine, l'approvisionnement en armes américaines. » Oui. Et maintenant, seul un filet est acheté par les Européens à travers le programme Pearl, vous savez, et fourni au régime de Kiev, ou bien ce que les Européens peuvent effectivement produire eux-mêmes. Simplement, vous savez, un rythme de production plus soutenu du complexe militaro-industriel, mois après mois. Et ils n'arrivent même plus à maintenir le régime de Kiev à flot à ce stade. Mais, vous savez, on peut dire que c'est politique, mais en fin de compte, il est presque certain que dans une large mesure, la véritable raison pour laquelle l'administration Trump en est arrivée là, c'est parce que les États-Unis eux-mêmes sont à court. Oui, leurs stocks sont vides. Ils produisent une certaine quantité chaque mois, et c'est la majeure partie de ce qu'ils continuent de fournir à l'Ukraine, des contrats datant de l'ère Biden. Mais là encore, ce sont des quantités relativement faibles. Et le complexe militaro-industriel américain, tu sais, ne peut pas produire davantage. Je veux dire, regarde combien les États-Unis viennent de gaspiller. L'administration Trump a gaspillé énormément, tant en matière de défense aérienne que d'opérations offensives. Tu sais, des missiles air-sol que les États-Unis ont gaspillés rien qu'au Yémen, en jouant sans efficacité au jeu du chat et de la souris contre les Houthis dans le désert. Maintenant, ils vont en lancer une contre le Venezuela. Vraiment? Je veux dire, je sais qu'ils considèrent le Venezuela comme une cible facile, mais à moins qu'ils ne parviennent à une sorte de rachat ou de cooptation par la CIA de l'armée et des services de sécurité vénézuéliens, ce qu'ils essaieront certainement. Mais si cela ne fonctionne pas, alors ils devront opter pour une frappe cinétique. Et combien d'autres vont-ils gaspiller là-bas, n'est-ce pas? Tu sais, est-ce que cela va se transformer en un bourbier à la vietnamienne? On ne sait pas, n'est-ce pas? Parce que beaucoup dépendra de l'ampleur de la pénétration de la CIA dans l'armée et la classe politique vénézuélienne, de son efficacité. C'était extrêmement efficace en Syrie, n'est-ce pas? Tout l'État s'est effondré du jour au lendemain et 15 000 irréguliers djihadistes, vous savez, sont entrés presque sans combat face à ce qui était censé être une armée de 200 000 hommes sur le papier. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de combat. Les généraux, les officiers, les responsables politiques locaux, ils ont tous été soudoyés, victimes de chantage ou récupérés. Ils sont très doués pour ça. C'est ce que les États-Unis ont fait en Irak en 2003. C'est ce que les États-Unis ont fait en Libye, à Tripoli, à la fin. La CIA a remporté ces batailles. Maintenant, cela devait aussi se produire en Iran. Et cela a eu un effet, mais pas du tout à la hauteur de ce qu'ils voulaient ou dont ils avaient besoin. À quel point cela fonctionnera-t-il au Venezuela? Je ne sais pas. Et je ne pense pas que quiconque le sache, honnêtement. Je veux dire, les gens ont des opinions très tranchées, disons, des sentiments sur la question. Mais je ne crois pas que quelqu'un sache vraiment à quel point le Venezuela est idéologiquement engagé. Nous connaissons un pilote vénézuélien. Il y a eu une tentative, et il a été reconnu par la paix et ailleurs, que la CIA a essayé de convaincre le pilote de Maduro de détourner son avion. Ils ont passé, 6 mois, et échangé des milliers de messages pour tenter de le rallier, lui promettant la lune, et je ne sais pas, Disney World et un appartement pour lui et sa famille, peu importe. Et cela n'a pas marché. Est-ce que ce sera plus efficace? Tu sais, je suis sûr que ce genre d'exemple se produit à grande échelle en ce moment,
d'une manière que nous ne pouvons pas voir. C'est ça le vrai danger pour le Venezuela, n'est-ce pas? Pas une invasion terrestre des États-Unis avec des troupes débarquant sur les plages. C'est pas ça le danger. Oui, une frappe de décapitation, les Tomahawks, encore une fois, en utilisant des Tomahawks qu'ils n'ont vraiment pas en surplus. Et s'ils le font, la Russie déplorera toute perte du Venezuela, n'est-ce pas? En fin de compte, c'est dans l'hémisphère occidental. Ils ont des options géopolitiques très limitées pour le défendre. Si les États-Unis sont vraiment déterminés à prendre le Venezuela, alors la Russie ou la Chine peuvent faire bien peu pour l'en empêcher. Ils pourraient en augmenter le coût, mais tu sais, ils ont d'autres priorités. C'est... Marc, la réalité au Venezuela est totalement différente, à mon avis. Parce que, en Syrie, tu as mentionné la Syrie avait, tu sais, Idlib. Ils ont créé ces groupes à Idlib, soutenus par la Turquie pendant très longtemps. Il n'y a pas de Turquie aux frontières du Venezuela. Il y avait la Colombie, mais le gouvernement colombien a été anéanti. Et maintenant, ce sont les gauchistes, n'est-ce pas? Cela a donc considérablement limité les options de Trump entre sa première et sa deuxième administration. Maintenant, ils opèrent depuis Trinité et Tobago, ce qui, bien sûr, n'a rien à voir. Il existe maintenant une opposition vénézuélienne importante, n'est-ce pas? Tout un tas d'oligarques, ou d'anciens oligarques, n'est-ce pas? Nous savons qu'il s'agit probablement de 30 à 35% de la population vénézuélienne. Nous savons que c'est la classe moyenne, et vous savez une bonne partie de la bourgeoisie, de la classe supérieure, n'est-ce pas? Et vous savez, les compradors de droite, alignés avec eux. Nous savons qu'il y a eu, vous savez, des manifestations qui étaient en réalité des guerres de rue contre le gouvernement vénézuélien pendant des années. Elles ont été relativement calmes récemment, ce qui suggère que le gouvernement vénézuélien les a, avec le temps, neutralisées dans une large mesure. Bien qu'il soit possible que ce soit l'inverse, ils pourraient simplement attendre leur heure. Nous n'en savons rien. Mais nous savons qu'il existe au Venezuela une opposition importante, sinon militarisée, du moins militante, que les États-Unis et la CIA ont l'intention d'utiliser comme fantassins, comme chair à canon au Venezuela. Vous savez, des mercenaires, n'est-ce pas? Combien de mercenaires colombiens les forces russes ont-elles tués en Ukraine? Je suis sûr qu'ils peuvent trouver plein de mercenaires colombiens prêts à participer à ce genre d'opération. Mon seul espoir, c'est que l'administration Trump est très mauvaise pour organiser ce type de choses, non? Ils ont tenté un changement de régime façon Keystone Cops pendant le premier mandat de Trump. Ils ne semblent tout simplement pas aussi compétents que, disons, l'administration Blinken-Sullivan en matière de ce genre d'affaires. Mais bon, on peut dire, je suis d'accord, n'est-ce pas? Le Venezuela n'est évidemment pas la Syrie, et ce qui a été tenté en Syrie l'a aussi été en Iran, sans succès au final. Mais on a vu que cela a causé des dégâts, n'est-ce pas? Savons-nous quel est aujourd'hui le niveau d'infiltration de l'armée vénézuélienne, des services de sécurité et de l'élite politique par la CIA? Non, nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Enfin, on peut s'attendre à... Mais ils sont en contact avec la Russie et l'Iran, et peut-être qu'il se passe quelque chose en coulisses. Ils envoient peut-être quelque chose. Je ne sais pas. Je suis sûr que la Russie... Je suis sûr que la Russie et la Chine envoient quelque chose. Non? Il y a eu des avions de transport russes. Il y a des rapports non confirmés selon lesquels Wagner serait arrivé. J'ai lu des rapports crédibles indiquant qu'il y a au moins quelques centaines, peut-être quelques milliers de combattants du Hezbollah au Venezuela qui s'occupent principalement d'entraînement et d'autres activités du genre. Et je suis sûr que la Chine est impliquée aussi. Mais au final, ils ne peuvent envoyer qu'une quantité limitée, n'est-ce pas?
Ils n'ont tout simplement pas une chaîne logistique capable de fournir au Venezuela ce dont il aurait besoin. Encore une fois, ils peuvent augmenter les coûts. Et il est probable que la Russie, probablement, vous savez, on a vu des cargaisons arriver, ait envoyé des missiles de défense aérienne, peut-être même des missiles anti-navires, des radars, des choses de ce genre, vous savez, qui peuvent contribuer à augmenter les coûts pour les États-Unis. Mais encore une fois, si les États-Unis sont vraiment sérieux à l'idée de s'emparer du Venezuela, et, vous savez, on l'a déjà entendu, un ancien responsable américain a donné une interview à 100 minutes la semaine dernière où il a admis ouvertement que le véritable problème avec le Venezuela, c'est d'abord qu'il faut oublier ce prétexte de narco-nonsense. Premièrement, ils sont assis sur les plus grandes réserves de pétrole prouvées au monde, qui pourraient alimenter l'économie du XXIe siècle des États-Unis et de leurs alliés, les Européens. Et deuxièmement, que le gouvernement vénézuélien est, je cite, de mèche avec nos adversaires stratégiques, n'est-ce pas? La Russie, la Chine et l'Iran. Voilà le vrai enjeu. Cela devient donc un peu problématique, car évidemment la Russie, la Chine et l'Iran veulent que le Venezuela reste indépendant, qu'il soit une épine dans le pied des États-Unis, dans leur propre hémisphère. Mais d'un autre côté, en leur fournissant davantage d'équipements militaires, plus de savoir-faire technique, de connaissances militaires, ils risquent de provoquer exactement ce genre de situation. Parce que les États-Unis considèrent cela comme une menace pour leur sécurité géopolitique, tout comme la Russie considère la présence américaine en Ukraine comme une menace pour sa sécurité. N'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment sorcier. Et la Russie vient de signer un nouveau partenariat stratégique avec le Venezuela. Cela faisait un moment que c'était en préparation. Tout a conduit à ce point. Mais je suis absolument certain que cela a été un facteur, peut-être pas le facteur, mais un facteur, dans la décision des États-Unis de faire ce qu'ils font manifestement et d'agir au Venezuela. Cela devient donc un exercice d'équilibre, n'est-ce pas? Si nous leur fournissons les moyens militaires de se défendre, alors les États-Unis pourraient estimer que cela leur cause plus d'ennuis que cela n'en vaut la peine. D'un autre côté, si nous leur donnons les moyens de se défendre, les États-Unis pourraient considérer cela comme une menace pour leur sécurité dans leur propre arrière-cour et devenir plus déterminés à l'éliminer. En fin de compte, si les États-Unis sont décidés à renverser le gouvernement du Venezuela à tout prix, ce qui semble être le cas, eh bien, encore une fois, ils ne rassemblent pas un grand nombre de troupes d'invasion, n'est-ce pas? Quelques milliers de marines et de forces spéciales, ce n'est pas, disons, les plusieurs centaines de milliers de soldats avec lesquels les États-Unis sont entrés en Irak en 2003, n'est-ce pas? Je veux dire, ce ne sont pas les mêmes choses. Oui, il y a beaucoup de navires, un peu de puissance aérienne et tout le reste. Mais au final, ce n'est pas une énorme concentration de puissance américaine. Ce le deviendra un peu plus une fois que le Gerald Ford arrivera dans la zone d'opération, n'est-ce pas? Il est en route. Il était encore en Méditerranée hier, et il lui faudra environ une semaine de plus. J'entends sans cesse dans les médias américains que des frappes sont imminentes. Cela voudrait dire qu'il commencerait au moins avant l'arrivée du Gerald Ford, le groupe aéronaval, puisqu'il est encore à plus d'une semaine de distance. Mais ce serait quand même des frappes à longue portée, n'est-ce pas? Des frappes aériennes, des frappes de missiles de croisière. Tu sais, c'est le genre de choses qui relève de la décapitation. Ce n'est pas une force d'invasion terrestre, donc ce n'est pas tout à fait la même situation qui se reproduit. Et même en Irak, une grande partie des combats n'étaient pas vraiment des combats. C'était la CIA qui cooptait des généraux irakiens et ceux-ci faisaient se retirer leurs troupes. Tu vois, certains ont combattu, mais beaucoup ne l'ont pas fait.
C'est ce qui a rendu la victoire des États-Unis si facile au final. Ce sera la même chose. Et encore une fois, si les États-Unis sont vraiment déterminés à renverser le gouvernement du Venezuela, il y a très peu de choses que la Russie et la Chine, à l'autre bout du monde, puissent faire pour sauver ce gouvernement. Et beaucoup de gens ne veulent pas le reconnaître, n'est-ce pas? Ils se fâchent que la Russie n'envoie pas ses parachutistes au Venezuela ou quelque chose du genre. C'est tout simplement pas réaliste. Ce serait la troisième guerre mondiale. Et la Russie comme la Chine ne vont pas risquer une confrontation nucléaire avec les États-Unis en dehors de leur zone de confort, là dans l'hémisphère occidental, pour un conflit avec les États-Unis à propos du Venezuela. Pas plus qu'ils ne risqueraient une guerre avec les États-Unis pour une défense militaire des Palestiniens. Vous pouvez souhaiter que la réalité soit différente. Je ressens moi-même cet élan du cœur. Mais nous avons besoin ici de réalistes quant aux capacités réelles de la Chine et de la Russie. La Chine peut vaincre les États-Unis, j'en suis assez sûr, au large de ses propres côtes, dans le détroit de Taïwan, en mer de Chine méridionale. La Russie est en train de vaincre l'ensemble de l'OTAN, n'est-ce pas, dans son voisinage proche, dans un conflit terrestre qu'elle prépare depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais projeter sa puissance de l'autre côté du monde pour défendre un pays relativement petit, enfin, je sais que le Venezuela est assez grand, mais en termes de population et de tout le reste, un pays relativement petit d'Amérique du Sud, peu importe la quantité de pétrole qu'il possède sous son sol, ce n'est tout simplement pas envisageable. Ce n'est pas à la portée de ces deux pays. Pas sans risquer quelque chose qu'ils ne peuvent pas assumer, ce qui se transformerait très vite en confrontation totale, une pente glissante vers la guerre nucléaire. Et les États-Unis peuvent être assez téméraires pour prendre ce genre de risque. Mais les gouvernements russes et chinois ne le sont pas. Ce sont, si l'on veut, les adultes dans la pièce. Et ils ne vont pas risquer une troisième guerre mondiale pour un pays qui se trouve, en fin de compte, au-delà de l'horizon géopolitique de leur puissance conventionnelle de défense. Je pense d'ailleurs, Marc, qu'en ce qui concerne l'Argentine et le Venezuela, dans les deux cas, le pari 50 milliards de dollars pour l'Argentine est un piège pour l'administration Trump. Il ne va rien améliorer pour lui-même, ni pour son administration, même avec cette attaque. Hier, nous avons appris, voici ce qu'a dit Tulsi Gabbard, Marc. Notre politique étrangère est restée prisonnière d'un cycle contre-productif et sans fin de changement de régime et de construction nationale. C'était une approche uniforme. Renverser des régimes, tenter d'imposer notre système de gouvernance à d'autres, intervenir dans des conflits que nous comprenions à peine et repartir avec plus d'ennemis que d'alliés. Les résultats? Des milliers de milliards dépensés, d'innombrables vies perdues et, dans de nombreux cas, la création de menaces encore plus grandes pour la sécurité, comme la montée de groupes terroristes islamistes tels que Daesh. C'était l'espoir que nous avions pendant l'administration Trump. Il a disparu. Quelle est aujourd'hui la position de Tulsi Gabbard dans l'administration Trump? En ce qui concerne le conflit entre Charlie Kirk et Epstein, ils ne la tiennent même pas informée de ce qui se passe dans ces affaires. En politique étrangère, on voit bien qu'ils prennent la direction opposée. Le changement de régime est de retour en Iran, au Venezuela et à Cuba. Ils viennent d'acheter l'élection en Argentine. Alors, où cela laisse-t-il sa position dans l'administration Trump? Tulsi Gabbard est une vendue. Tulsi Gabbard is a prostitute. She has literally whored herself. Elle s'est littéralement vendue et a détruit le peu de crédibilité qui lui restait avec ces mots, non? L'administration Trump ne croit pas au changement de régime, n'est-ce pas? Oui, je me souviens que Trump avait dit ça
en Arabie Saoudite, il y a quelques mois aussi. Je me souviens également de sa publication sur les réseaux sociaux, appelant à un changement de régime en Iran, il y a quelques mois. Et je ne peux pas m'empêcher de remarquer cette grande flottille au large du Venezuela, en train de faire exploser des navires. Tu sais, des navires civils dans l'eau, et d'effectuer des simulations de bombardement sur Caracas, non? Je veux dire, nous sommes. C'est le monde de Trump. Vous savez, ce monde imaginaire de manipulation et de propagande, où Trump croit une chose un jour et son contraire 15 minutes plus tard. C'est de ce monde-là que vient la rhétorique de Tulsi Gabbard. Et puis il y a la réalité dans laquelle le reste d'entre nous vit, où les États-Unis ont coopéré avec Israël pour une frappe surprise de décapitation visant un changement de régime en Iran. Et cela a échoué. Je veux dire, Trump ne le cachait même pas. Il a appelé au changement de régime en Iran sur ses réseaux sociaux. Où est le journaliste ayant un minimum, ne serait-ce qu'un soupçon d'intégrité pour confronter Tulsi Gabbard à ce fait? Je veux dire, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se référer aux propres publications de Trump sur les réseaux sociaux à ce sujet. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'on peut dire? Oh, ce qu'il a dit ne reflète pas vraiment ce qu'il pense. On pourrait suivre cette voie, mais ça ne tient pas la route. C'est juste pathétique. J'ai ri quand j'ai entendu ça, un rire amer, tu vois. On avait tous des espoirs. Pour moi, j'en avais pas beaucoup. Mais quand Tulsi Gabbard a été nommée directrice du renseignement national, il y avait l'espoir que l'administration Trump ferait peut-être les choses autrement. Tulsi Gabbard elle-même semblait, tu sais, idéologiquement attachée à une grande partie de ce que l'administration Trump est en train de faire en ce moment. Et elle reste, tu sais, dans ce monde fantaisiste de communication, de récits et de relations publiques que Trump maîtrise, non? Tu sais, ce monde où l'empereur porte une somptueuse robe Balenciaga, plutôt que d'être complètement nu, couvert de sang. Mais toi et moi, nous voyons Trump, obscènement nu, couvert de sang. Et, tu sais, Tulsi Gabbard vit simplement dans ce monde imaginaire où il est vêtu de Balenciaga à la place. Marc, je pense que ce n'est pas seulement une question d'Iran, du Venezuela ou même de Cuba. En fin de compte, l'un des principaux objectifs de l'Occident, que l'on puisse le qualifier de délirant ou d'illusoire, est aussi le changement de régime en Russie et en Chine. Bien sûr, Bert. And vice versa, si. Et ils ne peuvent pas faire ça, du moins pas pour le moment. Ils ont essayé de confronter la Russie. Ils ont tenté de bluffer et de fanfaronner face à la Russie sous l'administration Trump. Cela n'a pas fonctionné. La Russie n'a pas cédé d'un pouce. Ils étaient disposés à discuter. Poutine était prêt à jouer le jeu de la flatterie envers Trump dans l'espoir qu'il fasse quelque chose de différent. En fin de compte, bien sûr, il ne l'a pas fait. C'était de toute façon extrêmement improbable, car même s'il l'avait voulu, il est très douteux qu'il ait réellement l'autorité, en tant que président, de modifier substantiellement la politique étrangère des États-Unis. Mais ils ont essayé, littéralement en Iran, et cela a échoué. Mais vous savez, il reste toujours le Venezuela. C'est dans notre propre hémisphère. Vous savez, c'est bien moins compliqué. Le Venezuela n'est pas l'Iran. Et ils peuvent considérer cela, à tort ou à raison, nous le saurons tous tôt ou tard, comme la solution la plus facile. Trump veut une victoire, n'est-ce pas? Et l'un des arguments d'une faction au sein de son administration qui réfléchit à ce genre de choses repose sur cette idée de redoubler d'efforts pour sécuriser l'hémisphère occidental, n'est-ce pas? Ceux qui veulent s'emparer du Groenland, mener une guerre contre la drogue à l'intérieur du Mexique et renverser les gouvernements du Venezuela et de Cuba. Et maintenant, apparemment, de la Colombie aussi. Cette faction pousse tout cela en ce moment.
Il y a d'autres factions, d'autres intérêts. Mais pour l'instant, cette faction s'est alignée avec Marco Rubio, qui cumule les fonctions de secrétaire d'État et de conseiller à la sécurité nationale. Et on peut être sûr qu'il est à l'origine d'une grande partie de ce qui se joue actuellement autour du Venezuela. Encore une fois, les États-Unis espèrent remporter cela discrètement, sous le radar, avec la CIA, peut-être par des frappes de décapitation et l'utilisation de l'opposition à l'intérieur du Venezuela. C'est presque certainement le plan A. Nous verrons bien. Je ne peux pas m'avancer. Je ne connais pas assez bien le Venezuela. Je connais beaucoup de personnes que je respecte, qui sont allées au Venezuela et qui m'assurent avec conviction que le peuple vénézuélien ira jusqu'aux barricades et mourra jusqu'au dernier pour la révolution bolivarienne. Et j'aimerais bien pouvoir le croire, mais je suis cynique quant à la nature humaine, et pour être tout à fait honnête, je n'y crois pas. Peut-être qu'un certain pourcentage d'entre eux le fera, mais nous verrons. Nous verrons quels seront les résultats, et j'espère sincèrement que mon instinct se trompe. Je pense que nous en sommes arrivés à un point où nous ne savons même plus qui est le pire, tu vois? Anthony Blinken ou Marco Rubio, y a-t-il vraiment une différence? Je veux dire, au fond, ce sont des représentants de l'hégémon américain, non? Et quiconque croit vraiment qu'à la suite des élections mises en scène aux États-Unis, peu importe à quel point Trump peut sembler différent en termes de relations publiques, de rhétorique et tout le reste, eh bien, il y avait des gens qui croyaient sincèrement que l'administration Trump allait agir différemment. Je pense que Brian Belichick, quelques autres et moi étions plutôt sceptiques. Nous pouvions espérer, mais, comme je l'ai déjà dit, l'espoir est la mort de l'analyse. Je ne fais pas dans l'espoir. Donc je n'ai jamais attendu de l'administration Trump qu'elle fasse tout différemment. Ils ont presque réussi à me convaincre à un moment donné. Pourtant, il y a eu un instant où Trump a qualifié Zelensky de dictateur, à juste titre. Et j'ai dit, bête, juste haute. Et le lendemain, ou plutôt la semaine suivante, c'était « Ai-je vraiment dit ça ?» Ça ne ressemble pas à quelque chose que j'aurais dit. Et plus personne n'en a jamais reparlé. Voilà. C'était fini. J'étais là à me dire « Vous m'aviez presque eu. Vous m'aviez presque eu. » Mais non, vous savez, c'est l'hégémon américain. C'est ancré dans les institutions des États-Unis, de la CIA au département d'État, dans toutes les institutions gouvernementales, à travers les think tanks, le complexe militaro-industriel, les universités, où la prochaine génération est formée dans cet exceptionnalisme messianique et suprémaciste américain. Là où les responsables, surtout du côté démocrate, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, passent par la porte tournante. Ils quittent le gouvernement pour occuper des postes d'enseignement à l'université jusqu'à ce qu'on ait de nouveaux besoins d'eux. Teaching positions in the universities until they're needed again. The Republicans do that a little bit more in the military. Les républicains le font un peu plus dans le complexe militaro-industriel et dans les affaires. Mais c'est ancré dans les institutions américaines. C'est pourquoi élire une marionnette mise en scène ou une autre, en fin de compte, peu importe à quel point la rhétorique ou la communication peuvent sembler différentes, c'est toujours la même bête hégémonique. Et il faudra bien plus que les résultats d'une élection Pepsi ou Coca pour changer la politique étrangère des États-Unis de manière significative, n'est-ce pas? Cela voudrait dire qu'il devrait cesser d'essayer d'être un hégémon et commencer à se trouver une place constructive dans un avenir multipolaire. Non, non, non. Ça ne va pas se passer comme ça. Cela va se résumer à, probablement pas à une seule confrontation, mais à une série de confrontations dont certaines ne seront pas directement militaires, certaines se déroulant dans d'autres domaines. Je crois que c'est déjà en train de se produire. Oui, les États-Unis en perdent une en Ukraine sur le plan militaire. Ils en perdent une.
Ils se sont littéralement fait piéger et exploiter par la Chine dans une guerre commerciale que les États-Unis ont déclenchée. Une guerre pour laquelle la Chine était prête et se préparait depuis des années, tandis que les États-Unis ne faisaient rien pour se préparer. C'était tout un mélange d'ironie et de désapprobation. C'était extrêmement agréable pour moi de voir l'administration Trump, avec ses tentatives pathétiques de présenter sous un jour favorable ce qui était en réalité un recul total des États-Unis, s'inclinant effectivement devant la puissance économique chinoise. C'était, enfin, vous savez, on ne peut pas gagner toutes les batailles, n'est-ce pas? Dans cette guerre, cette lutte pour l'ordre mondial à venir, le destin du monde, n'est-ce pas? Vous savez, celle dans laquelle nous sommes en ce moment. Un conflit qui façonne l'ordre mondial. Cela se déroule dans différentes sphères et à différents endroits, n'est-ce pas? Répartis sur plusieurs fronts. Mais nous sommes en plein dans ce conflit en ce moment, et nous ne pouvons pas gagner tous ces combats. Au final, nous avons perdu cette partie en Syrie après avoir remporté la bataille sur le terrain. Mais l'Iran a survécu, du moins jusqu'à présent, aux tentatives qui ont été dirigées contre lui. Tout dépend souvent de la mesure dans laquelle les États-Unis, comme à leur habitude en tant qu'hégémons, vont trop loin. Et ils ont effectivement dépassé leurs limites et surestimé leurs capacités tout en sous-estimant leur ennemi, en engageant un affrontement militaire avec la Russie en Ukraine. Et la même erreur en déclenchant une guerre commerciale avec la Chine. Ce sont deux grandes victoires. Mettez-les dans votre escarcelle. Acceptez-les. Appréciez-les. Elles ne seront pas toutes des victoires, mais celles-ci sont deux particulièrement importantes. Le Venezuela, nous allons probablement le découvrir. Et je ne souhaite, ni pour le meilleur, ni pour le pire, ce qui attend le peuple vénézuélien, car il ne mérite pas ce qu'il attend, d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Même s'ils survivent, disons que le gouvernement vénézuélien survit à ce qui arrive. Si la révolution bolivarienne survit au moins, si les idéaux socialistes perdurent, ils vont tout de même énormément souffrir de ce qui s'annonce. Et je suis sûr, j'en suis convaincu, qu'il y a quelqu'un, à un niveau décisionnel quelque part dans les entrailles du blob, de l'état profond, de la bureaucratie permanente, appelez cela comme vous voulez, qui voit tout cela, en ce moment même, comme un échiquier. Ils disent « Ah, tu crois que tu vas pas abandonner? Tu crois que tu vas nous enlever notre cavalier en Ukraine? Très bien. Voilà ton pion dans le pot, je l'ai pris. Voilà ta tour en Syrie, je l'ai prise aussi. Et puis je vois ton fou au Venezuela, je vais le prendre aussi, d'accord? » C'est ainsi qu'ils voient les choses. Ils se considèrent actuellement engagés dans un conflit pour l'ordre mondial, et ils estiment qu'ils y répondent, comme faisant partie de ce jeu. Tu vas retirer une pièce de notre sphère d'influence dans ton hémisphère? Eh bien, nous allons en retirer une de ta sphère d'influence dans le nôtre. Ils cherchent, vous savez, une sorte de levier sur le marché de l'énergie. Et c'est pourquoi toute la situation avec le Venezuela, je ne vois pas cela se produire à court terme. Cela prend du temps. Bien sûr, cela prend du temps. Mais tu sais ce qu'ils veulent. Ils veulent une source d'énergie fiable pour le moment, pour l'Europe. Enfin, je veux dire, désolé pour l'Europe, n'est-ce pas? Il y a une raison pour laquelle le comité norvégien du prix Nobel a approuvé tout cela en attribuant le prix Nobel à Maria Corina Machado. Peu importe qui est cette folle, tu sais, cette femme marionnette des États-Unis. C'est parce que l'Europe a vraiment besoin de cette énergie. Je veux dire, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais en se coupant de l'énergie russe, et oui, avec les États-Unis qui ont fait exploser les gazoducs Nord Stream, toute leur économie est en train de se désindustrialiser. Ils ont vraiment besoin d'une énergie moins chère.
Eh bien, ils ne trouveront rien de moins cher et de plus fiable que la Russie. Mais ils ont besoin de quelque chose de moins cher et de plus fiable que le GNL américain à ce stade, non? Et le Venezuela pourrait résoudre au moins une partie de ce problème, du moins dans la catégorie du pétrole. Et je crois que le Venezuela, corrigez-moi si je me trompe, possède aussi des réserves de gaz. Oui, cela n'aura pas d'effet immédiat, mais vous savez, simplement en plaçant ces réserves sous le contrôle des États-Unis, au sein d'un État client américain établi au Venezuela, cela aurait déjà un impact sur les marchés mondiaux de l'énergie, car ces éléments commenceraient à être pris en compte. Vous savez, il y a une part de myopie là-dedans, mais aussi une part de réflexion à long terme et de vision des tendances sur les marchés à terme. Donc, cette question, vous savez, tant qu'un conflit est en cours, il y aura des perturbations, n'est-ce pas? Nous verrions les prix du pétrole augmenter. Le Venezuela, bien sûr, n'exporte pas actuellement une grande quantité, certainement rien de comparable à ce qu'il pourrait exporter vers le reste du monde, en raison des sanctions américaines, et, au fil des années, de la détérioration de l'industrie énergétique vénézuélienne qui en a résulté. Mais cela aurait tout de même un effet, tout comme nous avons vu les prix du pétrole grimper lorsque les États-Unis attaquaient l'Iran, puis redescendre rapidement lorsque tout cela s'est terminé au bout de 12 jours. Donc vous savez, c'est un thermomètre. À bien des égards, le marché mondial de l'énergie est un thermomètre des conflits géopolitiques. Je me demandais ce que ressent Orban en ce moment à propos de Donald Trump, parce qu'il disait que Trump allait tout changer, qu'il arriverait et, tu sais, réglerait les choses en 24 heures. Mais il s'est avéré être pire, tu sais, en ce qui concerne la propagande venant du camp de Trump. Orban a été l'un des principaux acteurs qui ont contribué à faire grandir cette propagande dans l'esprit des gens. Orban y croyait-il vraiment ou jouait-il simplement le jeu en flattant Trump? Il demande une délégation. Bien sûr qu'il l'était. Et tu sais, les États-Unis viennent justement d'accorder discrètement une exemption à l'Inde, le port de Chabahar, en Iran. Ils viennent d'obtenir une exemption pour ça. Oui. Mais Orban, oui, il s'est fait avoir par Trump. Est-ce qu'il faisait vraiment confiance à Trump? Est-ce qu'il croyait vraiment en Trump? Je ne sais pas. J'aime penser qu'Orban est un homme d'État un peu réaliste, tu vois. Il jouait peut-être le jeu, et le jeu ne s'est pas déroulé en sa faveur. Il a peut-être vraiment cru en Donald Trump. Je ne sais pas laquelle de ces options est la bonne. Mais la Hongrie n'est pas l'Inde, Marc. La Hongrie ne l'est tout simplement pas. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça, d'accord. Il n'a pas cela. Mais la Hongrie est un petit État relativement rebelle, tu sais, opposé à la technocratie bruxelloise de l'UMR. Oui, ils ont fait un sacrifice pour l'équipe de l'OTAN et l'Alliance transatlantique, n'est-ce pas? C'est ce que Trump a décidé. Je pense que l'agenda, Marc, désolé de t'interrompre, l'agenda, comme nous l'avons entendu de la part de l'ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, consiste à faire pression sur la Hongrie et la Slovaquie. Elles doivent modifier leur stratégie à long terme pour l'approvisionnement en pétrole et en gaz provenant de la Russie. L'objectif est d'éloigner ces deux pays de la Russie. Je ne sais pas à quel point c'est réaliste, mais... Bien sûr que si. Le peuple de Hongrie et de Slovaquie, ainsi que les politiciens qui les représentent, vont devoir se serrer la ceinture et faire avec moins, car leur énergie va leur coûter beaucoup plus cher, bien plus, comme dans le reste de l'Europe. Un peu plus encore, en réalité, parce que ce sont des pays enclavés, et ils devront payer le transit en plus du transport du GNL et tout le reste.
Mais les États-Unis sont extrêmement déterminés à rompre toute relation énergétique et économique entre l'Europe et la Russie. Et à quel point sont-ils déterminés? Ils le sont suffisamment pour faire sauter les gazoducs Nord Stream. C'est à ce point qu'ils sont engagés, n'est-ce pas? Ils le sont depuis longtemps. Ils étaient extrêmement mécontents à la fin de la guerre froide, lorsque l'Europe et l'Union soviétique ont établi les premiers oléoducs et gazoducs. Ils s'y opposaient farouchement. En fait, Anthony Blinken a écrit un livre à ce sujet il y a déjà pas mal de temps. C'était tiré de sa thèse, si je ne me trompe pas. Oui, sa thèse, je crois que c'était à l'université. Voyons voir. Il reprochait à Reagan, si je ne me trompe pas. Yes. Oui, donc il était farouchement opposé à cela, il y a déjà un bon moment. Oui, alliés contre alliés, l'Amérique, l'Europe et la crise du gazoduc sibérien. Tout tournait autour du fait que les États-Unis ne voulaient pas que les premiers gazoducs soient construits entre l'Europe et l'Union soviétique. Parce que, vous savez, les gazoducs énergétiques sont comme... Ils représentent l'exemple le plus clair de la géopolitique sous une forme littérale et physique, n'est-ce pas? Ce sont les artères et le sang de la géopolitique, des relations politiques. Et voilà. Oui, c'est bien celui-là. Blinken a écrit cela. C'est à quel point ils sont engagés. Ils voient maintenant une opportunité, n'est-ce pas? Même s'ils perdent l'Ukraine, au final, ils ont plus ou moins coupé l'Europe de la Russie, de manière quasi permanente. Donc, pour eux, pour une certaine manière de penser, encore une fois, au sein des entrailles de la machine bureaucratique ou de l'État profond, c'est déjà une victoire pour les États-Unis. On peut soutenir, et je le ferai certainement, qu'ils ont perdu de bien d'autres façons à cause de cela, n'est-ce pas? Et ils commencent à se rendre compte que perdre face à la Russie représente un véritable risque pour la croyance qu'ils sont une hégémonie. Et vous savez, en matière d'hégémonie, une grande partie repose sur la croyance. C'est la peur. Ce sont toutes ces choses intangibles qui se trouvent mises en danger à cause de cela. Mais vous savez, dans ces jeux, parfois on gagne, parfois on perd. Même quand on gagne, on perd quelque chose. Même quand on perd, on gagne quelque chose. Mark, l'ambassadeur des États-Unis en Turquie, Tom Barak, affirme qu'Israël peut désarmer le Hezbollah par la force si le gouvernement libanais ne le fait pas. Comment voyez-vous le Hezbollah aujourd'hui? Et pensez-vous qu'Israël serait réellement capable de désarmer le Hezbollah? Pas immédiatement, non. Je veux dire, ils peuvent jouer le même jeu qu'ils jouent depuis longtemps avec les Palestiniens. Tondre la pelouse, tu sais, réduire la puissance du Hezbollah de temps en temps quand ils le jugent nécessaire. Mais ce n'est pas dans leur capacité immédiate. Du moins, je ne le pense pas. Le Hezbollah a résisté à une frappe de décapitation. Ils ont été durement touchés. Il ne faut pas en douter. Il y a aujourd'hui au Liban un niveau de défi politique à leur rencontre plus élevé qu'il y a 2 ans, c'est certain. Ils ont perdu une partie de leur influence et de leur pouvoir au Liban. Ils ont perdu une grande partie de leur direction, de leur pouvoir politique et de leur puissance militaire, dans une mesure significative. Cela dit, si l'objectif, compte tenu du déséquilibre des forces, était pour le Hezbollah de survivre, et que l'objectif pour les États-Unis ou pour Israël et les États-Unis était de détruire le Hezbollah, alors, eh bien, le Hezbollah est blessé, mais il tient toujours. Alors, tu vois, dans quelle catégorie veux-tu classer ça? L'Iran a certainement perdu une grande partie de son influence à travers son axe de résistance, car la Syrie est désormais littéralement entre les mains d'Al-Qaïda, Al-Qaïda allié à l'Occident. Le Hezbollah a été durement touché. Le Hamas se bat littéralement pour sa survie. Et plus encore, le peuple palestinien de Gaza se bat pour sa vie et se trouve dans une situation très difficile.
Les Houthis tiennent encore, mais ils ont encaissé des coups. Toute leur direction a été anéantie il y a quelques mois, et leur capacité offensive, j'en suis sûr, en a souffert dans une certaine mesure. C'était le Premier ministre et les membres de son cabinet, ce qui est différent de oui, différent des Houthis. Sur le plan politique, enfin, je veux dire, c'est un niveau de technicité à propos du Yémen qu'il est important de noter, mais qui dépasse probablement la compréhension générale ou la vision d'ensemble de la plupart des gens. Mais la capacité des Houthis à frapper Israël a toujours été, disons, marginale. Les Houthis ne feront jamais tomber Israël et ils ne seront jamais en mesure d'empêcher Israël de poursuivre une politique génocidaire. Ils peuvent en augmenter le coût, et je pense qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait plutôt bien. Ils ont encore une fois une certaine certitude morale, n'est-ce pas? J'ai moi-même avancé cet argument. Étant une personne de réel politique, je n'accorde pas une grande valeur politique à la moralité. Mais je dirais que, vous savez, étant donné qu'ils sont les seuls à avoir mis en danger, sinon leur État, du moins quelque chose de très proche d'un État, pour le peuple palestinien, a frappé contre le génocide alors que personne d'autre ne l'a fait, n'est-ce pas? Le Liban ne l'a pas fait. L'Arabie saoudite ne l'a certainement pas fait. Aucun des pays arabes ne l'a fait. La Russie ne l'a pas fait. La Chine ne l'a pas fait. Même l'Iran ne l'a pas fait. L'Iran n'a jamais tiré sur Israël pour empêcher Israël, vous savez, de nettoyer ethniquement les Palestiniens de Gaza. Les seuls qui l'ont fait, ce sont les Houthis. Et vous savez, chapeau pour cela, sur le plan moral. Mais au final, ils n'allaient jamais réussir à l'arrêter. Alors, pour revenir à ta question, est-ce qu'Israël peut anéantir le Hezbollah? Non, je ne le pense pas. Je crois que la plus grande menace pour le Hezbollah vient des États-Unis et des pays européens qui manipulent les événements politiques au Liban. Tu vois? La plus grande menace pour l'existence du Hezbollah, je ne pense pas qu'Israël représente une menace immédiate à ce niveau-là. Je pense qu'une guerre civile au Liban constituerait une menace bien plus grave pour l'existence du Hezbollah qu'Israël. C'est ce qui m'inquiéterait davantage concernant le Hezbollah. Ce que les États-Unis, l'Europe et dans une certaine mesure Israël font en coulisses dans la politique libanaise en ce moment, car il est évident qu'ils ont l'intention d'agir contre le Hezbollah. Ils essayent de le neutraliser de cette manière. Jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné. Ils essayent depuis des années, mais tu sais, ils semblent y être un peu plus engagés en ce moment. Mais non, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, Israël ait la capacité d'anéantir le Hezbollah. Encore une fois, tondre la pelouse, tu vois, c'est une autre histoire. Ils peuvent toujours infliger des dégâts au Hezbollah. Ils peuvent limiter la puissance offensive du Hezbollah. Ce n'est pas que le Hezbollah ait été particulièrement engagé dans des actions offensives contre Israël. C'est un peu au-delà de ses capacités. L'objectif principal du Hezbollah, c'est simplement la survie et la défense du territoire libanais. C'est pourquoi il a été créé à l'origine, n'est-ce pas? Tu sais, c'est pour cela qu'il a été créé. Le Hezbollah ne peut pas détruire Israël, mais Israël ne peut pas non plus détruire le Hezbollah, malgré l'énorme déséquilibre de puissance entre les deux. Marc, l'attaque contre la Russie, contre les bombardiers nucléaires là-bas, était similaire à l'attentat terroriste en Iran pendant les premières heures de l'assaut israélien, n'est-ce pas? Tu veux dire l'opération Toile d'araignée, c'est bien ça? Exactement. La guerre des conteneurs, très intéressante. Et je vais simplement dire que cela revenait à ouvrir la boîte de Pandore. J'ai fait une vidéo InFocus à ce sujet sur ma propre chaîne, mais les experts en sécurité discutent depuis très longtemps de la menace potentielle que représente la guerre des conteneurs. Réfléchissez-y. N'importe quel port dans le monde pourrait avoir un
Je veux dire, pensez au nombre de porte-conteneurs qui passent chaque jour par les ports de Californie ou par les grands ports du monde et à l'incapacité de les scanner correctement, ce qui représente de véritables menaces. Hello Big Volume Main. Ce n'est pas seulement à la portée des acteurs étatiques aujourd'hui, mais aussi de nombreux acteurs non étatiques, terroristes et autres. La guerre par conteneur est une boîte de Pandore qui a été ouverte et qui sera évidemment utilisée à l'avenir, n'est-ce pas? Missiles, drones, pensez au nombre de conteneurs qui circulent sur tant de navires, déchargés dans tant de ports à travers le monde chaque jour. N'importe lequel d'entre eux pourrait transporter des armes de frappe. C'est vraiment effrayant en termes de sécurité d'y penser. On ne peut tout simplement pas scanner et filtrer efficacement tous ces conteneurs. Donc c'est un vrai problème. Désolé, je vous ai interrompu. Vous alliez poser une question que j'ai fait dérailler. La question portait sur l'Iran. En observant l'Iran aujourd'hui, à la suite de l'attaque et de la guerre entre l'Iran et Israël, il semble que la direction iranienne en soit arrivée à un point où il n'y a plus d'intérêt à parler ou à communiquer avec l'Occident, en particulier avec les États-Unis. Cela profiterait grandement à l'approfondissement de la relation entre l'Iran et la Russie. Je le constate en Iran. Le ton change complètement. Ceux qui plaidaient pour de meilleures relations avec les États-Unis perdent de l'influence auprès des décideurs iraniens. Et je pense qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'ils soient écartés de leurs fonctions. Avec le temps, à mon avis. Parce que c'est énorme, ce qui se passe, Marc. C'est énorme. C'est colossal quand je regarde la situation. Il était grand temps aussi. Exactement. Et voici l'autre question, Marc. Alors qu'ils essayent d'approfondir la relation entre les deux pays, la Russie et l'Iran, je pense qu'une des grandes préoccupations serait l'Asie centrale. Cela pourrait aussi impliquer la Chine. Il ne s'agit pas seulement de la Russie et de l'Iran. Et dans quelle mesure? Ce n'est pas plus que cela, car il y a aussi la menace de l'influence turque dans cette région. La Turquie nourrit de grands rêves pan-turcs que je trouve un peu exagérés. Mais il y a aussi un autre jeu qui se joue là-bas. Et pour revenir rapidement à un point que vous avez soulevé plus tôt, les États-Unis essayent de détacher la Slovaquie et la Hongrie au sein de l'UNOPR et de l'OTAN de leurs relations énergétiques avec la Russie. En fin de compte, les États-Unis aimeraient également détacher la Turquie, membre de l'OTAN, de sa relation énergétique avec la Russie, mais ils ont beaucoup moins de moyens et de leviers pour le faire, car la Turquie dépend fortement du commerce énergétique russe. Et la Turquie, c'est une position géopolitique trop cruciale pour, disons, la punir, comme on peut punir la Hongrie et la Slovaquie. Donc, vous voyez, c'est trop. Ni la Russie, ni les États-Unis ne sont disposés à pousser la Turquie trop loin, de peur qu'elle ne tombe complètement dans le camp de l'autre. Erdogan est un fin stratège, habile à manipuler et à jouer la Russie et l'Occident l'un contre l'autre. On peut dire que c'est pour le bénéfice de la Turquie, mais c'est certainement à l'avantage d'Erdogan. Erdogan nourrit également des ambitions de devenir un acteur en Asie centrale, et il l'est déjà devenu en Azerbaïdjan. Cela ne fait aucun doute. Il a gagné en influence dans le Caucase du Sud et par ricochet en Arménie aussi, du côté perdant de bien des choses là-bas. Mais l'Asie centrale reste encore un objectif un peu lointain pour le moment. Cela dit, c'est un acteur qu'on ne peut pas complètement écarter non plus. Donc oui, la Chine, la Russie et l'Iran. L'Asie centrale a peu d'options pour s'en détacher, étant entourée de ses trois alliés eurasiens. Je pense qu'on peut désormais les considérer ainsi. Comment voyez-vous la capacité de Donald Trump à déstabiliser ces pays, à les retourner d'une manière ou d'une autre
contre l'Iran, la Russie et toute la région. Parce que nous savons que la Turquie, personne ne croit que la Turquie soit, vous savez, un acteur rationnel dans la région, même selon ses propres critères, vous voyez. Even with their terms, you know. I mean, again, I like to refer Je veux dire encore une fois, j'aime qualifier Erdogan de bête rusée. Il ne faut pas le sous-estimer, mais vous savez, oui, je veux dire pas forcément rationnel. C'est aussi une bête géopolitique rusée. Mais c'est un islamiste convaincu, un islamiste sunnite, n'est-ce pas? C'est son parcours, cela fait partie de ce qu'il est, et c'est sa base politique intérieure en Turquie. But he's Turk. Mais c'est un Turc, avant tout, un Turc. Ensuite, c'est un islamiste, tu sais. Cela semble avoir une certaine priorité dans son esprit. In his mind, that's why. I agree with that. I agree with that. And first, he's Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et d'abord, c'est Erdogan, un Turc. Mais oui, je suis d'accord avec toi que la Turquie reste un acteur mineur. Alors, dans quelle mesure les États-Unis ont-ils la capacité de déstabiliser l'Asie centrale? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ils peuvent toujours déstabiliser quelque chose. Cependant, They can always destabilize anything, but Considering Compte tenu des moyens dont ils disposent dans la région, je parle de la Turquie. I'm talking about Turkey. Russia, China, and Iran, and now to la Russie, la Chine et l'Iran. Et maintenant, dans une certaine mesure, même l'Inde. D'accord. On peut discuter de la durée que cela prendra ou non. Mais oui, je vois très peu d'occasions de déstabiliser l'Asie centrale de cette manière, surtout à présent. Soyons honnêtes, la Russie et la Chine intègrent les talibans d'Afghanistan dans le giron eurasien, n'est-ce pas? Nous verrons l'Afghanistan devenir un partenaire de plus en plus important de l'Organisation de coopération de Shanghai à un moment donné dans l'avenir. La Russie vient de normaliser ses relations et la Chine va rapidement suivre le mouvement. Cela a guéri, ou est en train de guérir, une blessure que les États-Unis avaient. Maintenant, il reste encore une infection persistante à la suite de cela, appelée ISIS-Khorasan, composée en grande partie d'anciens responsables de la sécurité et du renseignement du gouvernement afghan, qui sont devenus en pratique des mercenaires terroristes au service des États-Unis. become terrorist mercenaries at the U.S. bidding, right? They've struck at Russia in Central Asia. D'accord. Ils ont frappé la Russie en Asie centrale. Ils ont frappé la Russie en Russie. D'accord. Vous savez, nous avons vu une attaque terroriste menée au nom des États-Unis et de l'Ukraine contre le théâtre et le centre de divertissement à Moscou. Nous avons vu des attaques contre des ingénieurs chinois au Pakistan. Nous avons vu des attaques contre l'Iran, toutes menées sous le prétexte de l'État islamique, n'est-ce pas? Personne ne devrait se faire d'illusions. Ce sont des mercenaires des États-Unis en Asie centrale. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de véritables djihadistes au sein de l'organisation. Mais les personnes qui dirigent les opérations sont des pions américains, des mercenaires américains qui se cachent derrière le masque d'une organisation terroriste. C'est l'infection persistante dans la région. Un outil que les États-Unis possèdent encore pour déstabiliser la situation, comme nous l'avons mentionné. Mais Wiener, sur to affaire, zit vrace. Their capability to do that, I think, is limited. Thank you so Merci much, beaucoup, Marc, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. as always. Thanks for having Merci de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être présent et j'ai hâte à la prochaine fois. me next time. Oui, à la chaîne. Bye.